01 Business Forum, l'hebdo, le débat. Notre débat sur le chiffrement aujourd'hui. Oui, le gouvernement cherche à légiférer, évidemment, pour les histoires de terrorisme. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises? On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Alain Touré, député du Calvados pour le Parti radical de gauche. Bonjour. Bonjour. Alain, merci d'être avec nous. Coralie Héritier, directrice générale de la société iDynamic. Bonjour Coralie. On parlera, vous direz ce que fait iDynamic dans un instant. Gilles Babinet, entrepreneur, digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Bonjour. Bonjour. Gilles, merci d'être avec nous. Et Frédéric Bianchi qui nous accompagne, journaliste à la rédaction de BFM-Business.com. Bonjour. Bonjour. Frédéric, pour parler donc de ce sujet chiffrement. Alors, déclaration de Bernard Cazeneuve la semaine dernière sur le terrorisme. Il faut contourner le chiffrement, les échanges de plus en plus systématiques à travers des messageries comme celle de Telegram. Eh bien, Bernard Cazeneuve pense qu'on, dans le cadre de procédures judiciaires, on doit pouvoir mieux identifier tous les procédés et identifier justement les destinataires, les expéditeurs et pouvoir déchiffrer ces messages. Alain Touré, vous en pensez quoi là, de ces décisions? Le débat a été assez mouvementé à l'Assemblée, très partagé. Oui, on est le 25 février 2016, très exactement. Et il y a toute cette discussion dans le cadre de la loi sur le terrorisme. Dans le cadre de la loi sur le terrorisme, on se rend bien compte qu'il faut répondre aux terroristes avec un certain nombre de moyens qui dépassent ce qui était anciennement convenu. Bon, il y a l'irruption de toutes ces nouvelles technologies et en particulier les possibilités de convaincre tout un certain nombre de terroristes par ces nouvelles méthodes. Donc on est très inquiet à l'Assemblée nationale. Je me souviens, j'étais là. On est très inquiet. Et on a le sentiment que s'opposent fondamentalement deux sortes de principes. Un principe de réalité qui fait que l'on doit pouvoir poursuivre et obtenir des renseignements et en même temps empêcher la diffusion de tout un certain nombre de données par ces moyens qui, pour l'essentiel, nous échappent. Alors, Ciotti, qui est un député des Républicains, Éric Ciotti, qui suit de très près ces choses, propose à partir de ce moment-là un amendement qui dit que dans le cadre d'une enquête relative à des infractions terroristes, les fabricants d'outils de communication, les opérateurs, les fournisseurs, les prestataires sont tenus de communiquer l'ensemble des informations pertinentes dont ils disposent. Que le refus de la communication d'une quelconque information, à partir de ce moment-là, entraîne des sanctions très fortes de 2 millions d'euros et surtout une interdiction de commercialiser l'ensemble des produits et des services de la société. Donc on va assez loin dans les sanctions possibles. Oui, on va au maximum. Oui. On va au maximum, parce que celui qui est condamné une fois, il s'en sort peut-être, mais deux fois, il s'en sort plus. Donc, et ça vise l'ensemble des grands opérateurs, que ce soit Apple, que ce soit bon. Donc, on a été très... On voulait donner gain de cause au ministre, mais en même temps, on était très circonspect vis-à-vis de ces mesures, parce qu'on s'est dit, mais si on va jusque-là, jusqu'où est-ce que ça va? Est-ce que sur le plan de l'espionnage économique, est-ce que sur le plan de la protection des entreprises, jusqu'où ça va? Donc finalement le gouvernement a été suivi à une voix de majorité, il y a eu une discussion très forte là-dessus. Et l'idée de Bernard Cazeneuve, finalement, était de reprendre le dossier et de le relancer sur le plan européen. Et de voir sur le plan européen quelles sont les mesures qui sont susceptibles d'être prises afin d'obtenir satisfaction en matière d'efficacité de lutte contre le terrorisme. On a vraiment l'impression, si vous voulez, qu'on a d'un côté des principes qui sont non seulement de liberté, mais d'abord de liberté, et de l'autre côté des résultats indispensables que l'on peut obtenir et que l'on doit obtenir. On ne peut pas, nous, continuer, en tant qu'homme politique, à se faire éventuellement accuser d'avoir permis tel ou tel attentat, plus ou moins, parce qu'on aurait fait preuve de laxisme en la matière. C'est très délicat pour nous. Gilles Babinet, vous êtes, je rappelle, digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Donc justement, c'est un débat qui doit avoir lieu au niveau européen. Je pense que M. Touré résume assez bien l'enjeu, c'est-à-dire que moi-même, si vous voulez, j'étais assez longtemps agnostique à cet égard. Je me suis dit, finalement, le bien commun, c'est quand même la justice, la capacité de pouvoir se défendre. Il ne faut pas être, je crois, candide et naïf face au fait qu'il y a des gens qui sont potentiellement dangereux. Et on pourrait se dire, finalement, il y a un juste équilibre des pouvoirs entre le pouvoir exécutif qui va faire ses enquêtes, et le pouvoir judiciaire qui pourra éventuellement réguler ça. Donc pourquoi
ne pas prévoir ce que l'on appelle un backdoor, un accès par derrière qui ne serait confié qu'à des gens qui auraient... On sait qu'il y a eu pas mal de polémiques à l'époque, alors c'était aux États-Unis avec Apple sur une enquête. Voilà. Exactement. Ouais. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant dans le cas Apple versus FBI, c'est que c'est un débat qui a une nature quasi constitutionnelle. Pour rappeler, ils avaient récupéré l'iPhone d'un terroriste et ils voulaient entrer à l'intérieur. Ils avaient besoin vraiment de rentrer dedans, c'était important, et Apple leur a refusé ce droit en faisant valoir des éléments très fondamentaux. D'ailleurs, on a parlé à un moment d'avoir un avis de la Cour constitutionnelle américaine à cet égard. Peut-être qu'on y viendra, d'ailleurs, c'est pas exclu. Pour le moment, il y a une sorte de slettement entre les parties qui fait que ça ne bouge plus. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que on rentre dans une nouvelle ère. Et je pense que le paradigme qui ressort de cette nouvelle ère, c'est que la sécurité des informations personnelles a une valeur absolument essentielle. Parce qu'on passe une grande partie de nos vies sur les réseaux sociaux, d'une façon générale dans le numérique. Et c'est un peu comme si vous disiez, j'invente la propriété privée, on est au XVIIIe siècle, mais je décide d'interdire les serrures. C'est un peu problématique, c'est-à-dire que vous voyez bien que vous allez avoir forcément des limitations à ce modèle, que certains ont expérimenté. Hein. Il y a eu des pays qui ont voulu, je pense à la Libye, qui avait interdit notamment la propriété privée. Bon, c'est compliqué, c'est quand même compliqué. Donc je pense que finalement, moi je m'en suis remis, puisque j'ai finalement signé cette tribune contre le chiffrement. Oui, il y a une tribune dans le monde signée par vous, il y avait Laure de la Rodière, le président du Conseil national du numérique, surtout, plusieurs. Isabelle Falk-Pierrotin. Isabelle Falk-Pierrotin de la CNIL. De la CNIL. Donc, et on y a regardé à deux fois, c'est-à-dire que très clairement c'est une prise de position fondamentale. Et si moi je l'ai fait, c'est que je considère que la société de la connaissance, la société numérique qui vient, on ne peut pas la construire sans garantir la conversation privée, les échanges privés d'une façon générale, en étant conscient, évidemment, les risques, ou plutôt la façon dont on va devoir organiser les systèmes de renseignement qui vont devoir prendre comme préalable le fait que ces conversations seront par nature privées. Corinne Héritier, directrice générale de iDynamic, en un mot. Alors iDynamic est un prestataire de services de certification électronique. Nous utilisons et nous déployons justement des technologies du chiffrement. Donc vous regardez de très près ça, parce que selon ce qui sera décidé, ça peut remettre en cause même le business model. On parlait des acteurs, des fournisseurs, avec un truc, ça peut remettre en cause votre activité. Hein. Oui, alors absolument. Nous référons à ce que dit l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Nous sommes conformes à toutes les bonnes pratiques en la matière. Évidemment, c'est notre cœur de métier, donc on pourrait dire qu'on le défend par principe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chiffrement, au-delà de la protection des données personnelles et des données individuelles, le chiffrement, ça sert à beaucoup d'autres choses, à plein d'applications dans la vie courante. Tout le monde utilise le chiffrement, ne serait-ce qu'en faisant de l'e-commerce. Vous voyez le petit cadenas sur les pages pour faire les règlements qui protègent, c'est du chiffrement. On l'utilise aussi pour ça. Et on peut imaginer aussi des entreprises, quand elles correspondent avec leurs filiales à l'étranger, dans certains pays sensibles, voilà, d'avoir du chiffrement. Tout le patrimoine industriel d'une entreprise est protégé par du chiffrement aujourd'hui, les accès au système d'information, les machines. Et ce qui est très important aussi dans la transformation digitale du monde, aussi bien des entreprises, mais aussi de la sphère publique, des administrations, de plus en plus, on a des objets qui sont connectés, qui rentrent dans ce champ d'application et qui eux-mêmes sont sécurisés par du chiffrement. Et dans les objets connectés ou communicants, il y a par exemple désormais les véhicules. Et vous imaginez que là, il y a des enjeux de sécurité routière. Donc baisser le niveau de sécurité du chiffrement par ces backdoors, ça aurait des impacts vraiment à une échelle... il faut pas aller trop vite. Est-ce qu'il s'agit vraiment de remettre en cause le chiffrement? Parce que là, c'est ce que vous dites à peu près tous. Auparavant, quand les communications passaient par le téléphone, il y avait les écoutes téléphoniques. L'État, dans ses fonctions régaliennes, pouvait écouter des personnes qui suspectaient, voilà. Et ça ne remettait pas en question, pour autant, les libertés individuelles, publiques et autres. Et est-ce que aujourd'hui,
aujourd'hui, finalement, c'est pas ce que veulent faire aujourd'hui les autorités avec ces nouvelles applications, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les communications passent de plus en plus par des services qui viennent de l'étranger, extérieur. Hein, c'est plus les opérateurs, mais c'est d'avant les télégrammes et autres. Est-ce que c'est vraiment un risque pour les libertés individuelles que d'accéder à certaines données au cas échéant, au cas par cas? Alain Touré, puis Je crois qu'il faut partir de qu'est-ce que c'est que l'état de droit. Si nous voulons lutter contre le terrorisme, nous devons le faire en respectant l'état de droit. Si nous ne respectons pas l'état de droit, à partir de ce moment-là, nous devenons hors du droit nous-mêmes. Et les écoutes téléphoniques étaient dans un cadre d'état de droit. Oui, mais il y avait la possibilité les écoutes se faisaient sur des contrôles judiciaires, sur des autorisations judiciaires. L'état de droit doit pouvoir subir un certain nombre d'exceptions, mais elles doivent être limitées sur le territoire, elles doivent être limitées dans le temps, elles doivent être contrôlées par un magistrat. À partir du moment où vous avez ces limites et ce contrôle, on peut admettre des exceptions à l'état de droit, à condition de revenir ensuite sur cet état de droit. Et on peut admettre, c'est ma position, qu'avec les nouvelles technologies, l'état de droit a évolué. Vous le disiez vous-même, on était simplement dans une base purement téléphonique. Maintenant, c'est les intrusions totales qui peuvent se faire. Moi, je me souviens très bien être entré dans une ambassade avec un de mes amis, M. Urvas, actuellement garde des Sceaux. Il m'a dit, t'as pas ton portable sur toi? J'ai dit, si. Tout ce qui est dans ton portable vient d'être pris par l'ambassade en question. Oui. Je lui ai dit, tu crois ça? Je n'en revenais pas. J'ai appris qu'il y avait une possibilité d'intrusion totale par un État ami dans une ambassade. Il me dit, je peux t'assurer que c'est bien fait. Oui, On a une petite idée de qui ça peut être. Oui, on en a parlé d'ailleurs, puisqu'il y a eu l'ambassade. Je ne dirais pas le nom. Oui, mais même sous la torture, je ne dirais pas le nom du pays. Moi, j'ai une idée de qui c'est. Gilles Bavinet. Non, je suis en général tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais encore une fois, je pense que la question qui se pose, c'est de savoir si on veut laisser émerger l'économie, les fonctionnements sociaux d'une façon générale du siècle qui vient, c'est-à-dire de la révolution digitale. Si vous commencez à accepter qu'il y ait des failles possibles, parce que ça n'est pas autre chose, c'est-à-dire des backdoors qui seraient documentés pour les uns, l'expérience montre que très vite, vous avez tout un tas de gens qui ne sont pas censés venir là, qui vont s'en servir, et vous mettez en jeu l'ensemble de la sécurité d'environnements qui sont potentiellement avec des automates. En gros, c'est ce qu'on dit, c'est si on laisse la loi faire ça, qu'est-ce qui empêche d'aller, enfin pour les services de police, services de renseignement, d'aller plus loin? Et puis qu'est-ce qui empêche? Je dirais plus loin. L'équilibre des pouvoirs, j'y crois, et je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose qui fonctionne. Voilà, ça c'est une base. Je crois à l'état de droit aussi, fondamentalement. Le problème, c'est que ce faisant, vous ne courez pas un risque, vous induisez immédiatement le fait que vous allez avoir des hackers qui vont débarquer là-dedans et qui vont... et encore, c'est pas forcément les hackers positifs que j'apprécie, mais ça peut être des gens qui vraiment détruisent la confiance et qui finalement détruisent le potentiel de toute cette nouvelle ère. Coralie Riquier. Et typiquement, les malveillants, les criminels qu'on vise précisément dans ce que voudrait le gouvernement, ce sont ceux-là aussi qui pourraient utiliser ces failles. C'est-à-dire qu'on aurait des niveaux différents d'utilisation de la cryptographie. Et la cryptographie, tout le monde peut l'utiliser aujourd'hui. Et donc si on baisse le niveau sur des aspects réglementaires, on sait très bien que des gens sur le dark web et des gens, pourquoi pas des terroristes aussi, trouveraient des moyens, quoi qu'il arrive, de masquer, de chiffrer les informations qui s'échangent. Donc il ne faut pas se tromper de cible et de sujet, et au contraire peut-être plutôt favoriser la sécurité. Je précise par ailleurs que le chiffrement est utilisé notamment dans l'émission, dans l'élaboration des passeports biométriques qui, eux, servent à la lutte contre le terrorisme. Donc il est essentiel de garder ce même niveau très fort de sécurité avec le chiffrement pour ce type d'usage. Alors, qu'est-ce que vous préconiseriez alors pour aujourd'hui pour accéder à ces informations sensibles qui peuvent renseigner des enquêtes terroristes, par exemple? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, si ce n'est pas des backdoors pour contourner le chiffrement, ce serait quoi? Des injonctions auprès des... Ce que je demande, c'est qu'il y ait un contrôle par un juge. L'état de droit, c'est le contrôle par le juge. Des exceptions aux libertés. Je le pose en termes général.
Bon, après ça, sur les problèmes des techniques, c'est vous les spécialistes, c'est pas moi. Bon, je suis dans l'incapacité de vous répondre, mais ce que je note, c'est que la lutte contre le terrorisme implique actuellement de nombreuses exceptions aux libertés fondamentales et publiques. Moi, j'avais indiqué la dernière fois à M. Urvas, je ne voterai plus aucune loi dans le cadre des lois sur le terrorisme avec des exceptions aux libertés. On en a voté 18. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où on va aller. Je vous interromps. Alain Touraine, on va marquer une courte pause. On va se retrouver juste après avec nos invités. On va continuer ce débat sur le chiffrement. À tout de suite sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. De retour sur notre débat 01 Business Forum sur le chiffrement. Voilà, faut-il légiférer? Jusqu'où? Quelles sont les autorités compétentes qui doivent prendre tout ça? À l'instant, Alain Touré nous disait que c'est tant qu'il faut qu'il y ait un juge qui donne tout ça. Et justement, on va reparler de nos invités. Alain Touré, député du Calvados du Parti radical de gauche. Coralie Héritier, directrice générale de la société iDynamic. Gilles Babinet, entrepreneur digital champion de la France auprès de la Commission européenne. Et Frédéric Bianchi, journaliste à la rédaction de BFMbusiness.com, qui nous accompagne aussi tout au long de ce débat. Alain Touré, juste avant la pause, vous avez interrompu, on parlait justement, voilà, il faut qu'il y ait un juge qui, tant qu'il y a un juge, voilà, on peut garder cette notion d'état de droit. Oui, parce que l'exécutif, il lui appartient de définir un certain nombre de règles avec le législatif, mais il y a le contrôle, et ce contrôle, qui peut l'exercer si c'est un juge? Il faut savoir quand même que sur ces lois sur le terrorisme, nous avons au sein de la commission des lois organisé un contrôle intérieur extrêmement fort pour la première fois, où le ministre de l'Intérieur est soumis à notre contrôle, ainsi que le garde des Sceaux, et nous les interrogeons systématiquement pour savoir, ici, pourquoi vous avez fait telle mesure d'assignation à résidence, ici cela, pourquoi il y a, ça ne s'est jamais fait, un contrôle intérieur par la commission des lois extraordinairement fort sur l'ensemble des mesures d'exception aux libertés. Donc ça, il faut qu'on le sache parce que c'est la première fois que ça s'est fait. Oui, à côté du contrôle judiciaire, il y a un véritable contrôle politique par la commission des lois. C'était un peu ce qui avait été fait à un moment donné pendant la guerre de 14-18, bon, où il y avait tout un certain nombre de renseignements qui pouvaient être obtenus sur le plan militaire, bon, et ça avait été fait ainsi. Donc ça, c'est sur le plan du terrorisme. Mais il y a un autre problème, et là, puisque nous avons des spécialistes, c'est celui de l'espionnage économique. Moi, j'ai été effaré des chiffres communiqués par le tort subi par les entreprises françaises en matière d'espionnage économique. On me parle de 40 milliards d'euros. Bon, je ne sais pas si ce chiffre est pas susceptible d'être retenu, mais c'est un chiffre de cette grandeur-là. Même s'il est divisé par 4, c'est énorme. C'est des gros chiffres. 40 milliards d'euros, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que vis-à-vis de ce sinistre que nous subissons par un certain nombre d'organisations et de pays qui sont très spécialisés en la matière, qu'est-ce que l'on doit faire? Comment doit-on se protéger? Comment peut-on riposter? Est-ce qu'il n'est pas dans notre devoir d'imposer des ripostes à partir du moment où nous sommes nous-mêmes attaqués? Ce qui voudrait dire que l'état de droit se nourrirait d'exceptions à celui-ci pour pouvoir répondre aux attaques que nous subissons. Oui, et vous avez raison de parler d'espionnage économique. Je me retourne vers vous, Coralie Héritier. Avec iDynamic, vous avez travaillé avec Airbus notamment. Oui, par exemple. Enfin, oui. Notamment. Oui. Et on sait que des sociétés comme Airbus aujourd'hui, alors évidemment société industrielle, il y a de la conception mécanique, électrique, électronique, mais de plus en plus de la conception numérique avec des données qui circulent beaucoup. Des communications entre avions. Et donc là, on a vraiment ce que vient de dire Alain Touré, on comprend un peu Vous imaginez bien que le plan d'un avion, typiquement pour prévenir les attaques terroristes, ça ne doit pas circuler en clair. Il est fondamental de le chiffrer. Pas un sous-marin non plus d'ailleurs. Oui, ça c'était l'histoire qu'on a eue à la fin, là il y a quelques jours avec si vous voulez, c'est des choses qui sont évidemment qui démontrent l'importance d'avoir des niveaux de chiffrement qui soient qualitatifs. Ça pose aussi la question de la souveraineté nationale, c'est-à-dire dans la mesure où la plupart de ces dispositifs, si ce n'est la totalité d'entre eux, sont fournis par des sociétés américaines. Il est difficile de savoir s'il existe des backdoors. Alors moi j'ai lu beaucoup de choses à cet égard. On a accusé Cisco, on a accusé les sociétés chinoises, Huawei en particulier, de mettre des backdoors dans ce qu'on appelle les routeurs, des équipements essentiels dans les réseaux. Jamais personne n'a pu démontrer l'existence de ces backdoors.
dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que je pense qu'il faut que ce qu'on appelle les technologies de souveraineté, on se les réapproprie. C'est un vrai enjeu. Je suis heureux de voir que vous faites ce genre de choses. Et au-delà de ça, je pense que il faut qu'à l'échelon politique, il y ait une vraie culture de ces enjeux-là. C'est-à-dire que j'apprécie très à sa juste valeur le discours que vous avez sur la séparation des pouvoirs, etc., etc. Je pense que pour pouvoir vraiment jauger de ce dont on parle, éviter que, je pense, si l'exécutif faisait des propositions qui soient potentiellement un peu décalées avec l'esprit du temps, je serais heureux qu'il y ait une meilleure compréhension de ces enjeux. C'est nécessaire pour pouvoir finalement avoir une projection politique qui soit appropriée à l'esprit du temps. Oui, et d'ailleurs c'est important ce que vous disiez Alain Touré, parce que on a l'impression, on voit que le sommet de la pyramide, là, tout ce dont vous parliez avec la commission des lois, ces limites que vous donnez, enfin ces contrôles que vous faites en tant que député, ça devrait savoir un peu plus. C'est la première fois qu'il y a une véritable volonté d'installer un contrôle de l'exécutif. Et contrôle de l'exécutif par des amis que nous avons. Bon, donc, moi j'ai eu extrêmement peur qu'on déborde. Parce qu'on ne sait jamais en matière de terrorisme jusqu'où on va. Or, nous ne pourrons lutter victorieusement. Vous savez, on a toujours gagné contre le terrorisme, à une seule condition, ne pas utiliser les armes du terrorisme. La torture, toutes ces choses-là, jamais. On a vu ce que ça a donné en Algérie. Ça a démoli complètement une génération de jeunes qui ont été là-bas. Jamais de ces choses-là. Donc il doit y avoir un contrôle absolu. Et ce contrôle, nous avons estimé qu'il ne pouvait pas être que judiciaire. Nous avons estimé qu'il devait être également politique. Et que c'était notre rôle au sein de la Commission des lois, et non pas au sein de la Commission de la Défense. Que c'était notre rôle au sein de la Commission des lois parce que nous portons, nous, cette séparation des pouvoirs. Et nous avons un culte pour le bloc des libertés publiques. Le jour où ce bloc des libertés publiques n'existera plus, il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura plus de république. Donc nous sommes attaqués, nous devons y répondre avec le maximum d'efficacité, mais avec cet objectif que Jean-Jacques Roas rappelle toujours, de l'état de droit qui doit être conservé. Coralie Héritier. Je vous rejoins tout à fait sur le fait qu'il faut régler ces questions sur le plan judiciaire. Et d'ailleurs, des prestataires comme nous et des opérateurs pour lesquels nous travaillons, ils agissent en concertation, en coopération avec la justice, sur commission rogatoire. Évidemment, on va donner tous les éléments dont on dispose, avec tous les moyens dont on dispose. Et d'ailleurs, on a une obligation de moyens de le faire. Pas une obligation de résultat qui, elle, nous contraindrait justement à mettre en place ces backdoors ou à stocker quelque part des clés de chiffrement, ce qui baisserait le niveau de sécurité. Pour autant, la question, c'est la coopération et des acteurs qui ont pignon sur rue, qui respectent les normes et les règles en la matière, coopéreront toujours avec la justice. Le sujet, c'est que ces opérateurs dont on parle, souvent, ils ne sont pas en Europe. Parce qu'en France, c'est le cas, en Europe, ça se passe bien aussi. Et souvent, ces opérateurs ne sont pas là et on n'a pas accès à eux et on n'a pas de moyens de les contraindre. Finalement, le sujet, il est plus là que sur la question de que faut-il faire avec le chiffrement. Oui, le fait qu'il ne soit pas en Europe, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Et on voit qu'en fait, tout est lié. On dit que la France est en retard dans le numérique, il n'y a pas assez d'investissement, on n'a pas de grands champions numériques, comme il peut y avoir les Facebook, les Google et autres. Et on voit qu'en fait, on pensait que c'était en retard simplement économique, numérique, mais on voit que ça entame aujourd'hui les pouvoirs régaliens de l'État aussi, de ne pas avoir ces structures-là, de ne pas avoir ces grands champions internationaux qui maîtrisent ces technologies-là et ces données-là. J'avais simplement une question. C'est un débat, on le voit, assez technique quand même. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, ce débat est bien compris par les différents partis, ou est-ce que les lignes de fracture sont idéologiques entre les pro-sécuritaires d'un côté et les pro-liberté de l'autre? Ou est-ce qu'il y a une vraie maîtrise technique? Est-ce que... Il peut y avoir les deux. Hein. Une ligne de fracture et une incompréhension. Alain Touré, je rappelle, vous êtes député du Calvados. La première chose, les députés ont compris, ainsi que le gouvernement, le poids désormais incontournable du numérique. D'ailleurs, mon ami Emmanuel Macron, que j'aime beaucoup, et je lui espère venir à l'Élysée un jour, eh bien, mon ami Emmanuel Macron, il était ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Et du numérique, ça ne s'était jamais vu auparavant. Vous n'aviez pas de ministre du numérique. Avec un secrétaire d'État, une secrétaire d'État en l'espèce, Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Donc il y a une prise de conscience à ce niveau-là par le monde politique du côté totalement révolutionnaire
de l'intrusion du numérique. Ça, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un moment donné où on se repose le problème en termes de liberté. Bien évidemment, et on a su à quel point, en particulier sous la présidence de François Mitterrand, les intrusions d'écoute téléphonique avaient pu sortir sur un véritable scandale d'État. Donc là, on peut passer de la puissance 1 à la puissance 100, tellement il y a des capacités d'intrusion beaucoup plus fortes qu'auparavant. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois que l'état de droit doit être encore plus préservé, plus sauvegardé, de manière la plus pointilleuse, respecté, tellement il y a des possibilités d'extension énormes, d'intrusion sur la vie de tous les jours. Mais on va conclure ici notre débat. Merci d'avoir été avec nous. Mais vous allez rester juste un instant, parce qu'on va faire une revue de presse là, des quelques sujets de la semaine avec vous, Frédéric Bianchi. Et puis voilà, en tout cas, on a compris un peu tous ces enjeux et que finalement, c'était important que vous soyez là, Alain Touré, parce qu'on a compris qu'il y avait vraiment de la vision. Parfois, on a une vision un peu lointaine de tout ça. On a l'impression que toutes ces mesures sont prises sans voir qu'il y a un vrai débat au sein des députés avec cette partie judiciaire, cette partie technique. Et merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et tout de suite la revue de presse avec Frédéric Bianchi.